de Latte. Voici une affaire criminelle tout à fait particulière. L'affaire Geneviève l'Ermite. En 2007, cette mère de famille tue et égorge ses 5 enfants à Nivelles, en Belgique. Était-elle ou n'était-elle pas en état de démence au moment des faits? Les psychiatres belges ont beaucoup tergiversé, vous le verrez, avant de décider qu'elle était responsable de ses actes et de la renvoyer devant la cour d'assises. Thomas Audouard m'a aidé à écrire ce récit. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe de Latte. La scène inaugurale de cette histoire terrible se déroule le 28 février 2007 dans un quartier tranquille de Nivelles, en Belgique wallonne. Aux alentours de 14h, un habitant trouve 2 enveloppes dans sa boîte aux lettres. La première contient des bijoux en vrac, la seconde une lettre adressée à sa petite amie Valérie. Il l'ouvre. La lettre est signée d'une voisine qu'il connaît bien, Geneviève Mokadem. C'est la meilleure amie de Valérie. Il commence à la lire, et dans la seconde où il comprend, il se met à courir vers chez Geneviève. Il est paniqué. Ma chère Valérie, il n'y a pas de solution à mon problème. J'ai pris ma décision de partir avec les enfants. Et pour toujours. Un jour tu verras, on se reverra, mais je ne regrette pas cette solution finale. Je te demande pardon. Ton amie Geneviève. J'ai pris la décision de partir avec les enfants, pour toujours. Le voisin, arrivé soufflé devant la maison de Geneviève, il est à quoi 400 mètres. Les secours sont déjà là, des ambulances, des voitures de police. C'est trop tard. Vous savez ce qui s'est passé? Ah oui? C'est pas joli, hein? 5 enfants égorgés. Et apparemment, c'est la mère qui a fait ça. Geneviève Mokadem a égorgé ses 5 enfants. Et elle s'est elle-même lardée de coups de couteau. Mais elle est vivante. Elle a raté son suicide. C'est elle-même qui a appelé la police 20 minutes plus tôt. Allô? J'ai fait quelque chose de très grave. J'ai tué mes enfants. J'ai voulu me suicider, mais j'y arrive pas. Je veux mourir. Les policiers l'ont découverte baignant dans son sang, à demi inconsciente. Madame, vous nous entendez? À cette heure-ci, elle est à l'hôpital dans un état critique. Poumon perforé. On ne va pas pouvoir l'interroger tout de suite. Dans la maison, c'est un carnage. Les 5 enfants sont couchés chacun dans leur lit. Yasmine, 14 ans, Nora, 12 ans, Myriam, 10 ans, Nina, 8 ans, et le petit dernier, Mehdi, 4 ans seulement. Elle les a égorgés un par un, et pas forcément dans leur lit d'ailleurs, parce qu'il y a du sang dans le bureau et dans la salle de bain du 2e étage. Les légistes examinent les corps. Les mains des gamins portent des traces de lutte. Les pauvres gosses se sont défendus. Ils se sont protégés de leur mère. Et le père? Il est où, le père? Le père, il s'appelle Bouchaïb Mokadem. Il était au Maroc, à Agadir, chez sa mère. Il revient justement aujourd'hui. Il va falloir lui annoncer la nouvelle à sa descente d'avion. Sa femme a égorgé leurs 5 enfants. Geneviève Mokadem, qu'à partir de ce moment-là, tout le monde va appeler Geneviève l'Ermite, de son nom de jeune fille, comme si effacer son nom de mère rendait le drame plus supportable. Geneviève l'Ermite, donc, est mise en examen 6 jours plus tard pour assassinat. À partir de maintenant, il reste à comprendre comment une maman a pu égorger de sang-froid ses 5 enfants un par un alors qu'ils se défendaient, qu'ils tendaient leurs petits bras pour se protéger. Maman, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi? La suite va nous faire entrer dans l'intimité d'un drôle de couple. Le père est complètement perdu, il est paumé, et ce sont les policiers qui lui rappellent qu'il faut organiser les obsèques des enfants. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas quelle disposition je dois prendre. Je peux vous demander quelque chose?
Dites-moi, monsieur Mokadem, vous pouvez demander à leur mère où elle veut qu'ils soient enterrés. Je ferai ce qu'elle voudra. Les policiers font passer le message. Elle veut qu'ils soient enterrés au Maroc, dans la tradition musulmane, dans le berceau de la famille Mokadem, au cimetière de Ben Sergao, près d'Agadir. Le père finit même par leur trouver une place dans le carré des martyrs. Il le mérite au fond. Et après il s'effondre, il s'enfonce dans la dépression au point qu'il faut l'hospitaliser en psychiatrie pendant 3 mois. C'est terrible ce qui lui arrive. C'est une femme qui va diriger cette enquête, la juge Anne-Françoise Destré. Pour l'instant, pour éclairer cette affaire, elle n'a sur son bureau que la lettre que Geneviève a écrite à sa voisine avant de passer à l'acte. C'est tout. Je vous en ai lu un extrait. La voici en entier. Vous allez voir, c'est important, car Geneviève y livre une piste. Ma chère Valérie, j'ai pris ma décision de partir avec les enfants et pour toujours. Un jour tu verras. On se reverra, mais je ne regrette pas cette solution finale. Bouchaïb se montre sourd et aveugle, et malgré ça, il se complaît dans cette situation. Michel est un salopard qui m'a pourri la vie, volé mon intimité avec mes enfants et mon mari. Je te demande pardon, ton amie Geneviève. Bouchaïb, vous l'avez compris, c'est le père. Et Michel alors? Qui est ce Michel dont elle parle? Eh bien, c'est son beau-père, Michel Scar. Il est médecin en Belgique et il a adopté Bouchaïb quand il avait 14 ans. Il allait souvent en vacances au Maroc, il a connu la famille Mokadem qui était en difficulté, il s'est pris d'affection pour leur fils Bouchaïb, il l'a fait venir en Belgique et il l'a adopté. Mais alors que veut dire Geneviève quand elle écrit « Michel est un salopard qui m'a pourri la vie et volé mon intimité avec mes enfants et mon mari ». Dès le premier interrogatoire, la juge pose la question à Geneviève Lermite. Madame, dans votre courrier, adressé à votre amie Valérie, vous évoquez Michel Scar en disant qu'il a gâché votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Je peux vous dire que c'est une personne malsaine. Il a profité de ses facilités financières pour nous asservir, mon mari, mes enfants et moi. A-t-il exercé des pressions sur vous? A-t-il été violent physiquement? A-t-il cherché à vous manipuler? Quel a été son rôle exact? Je vais vous dire ce que je pense. Michel Scar, là, c'est un homosexuel refoulé. Il est amoureux de mon mari. Il est amoureux de Bouchaïb, qui est son propre fils adoptif. C'est un être malsain. Geneviève aurait donc égorgé ses 5 enfants parce que son beau-père était amoureux de son mari. Ça serait donc ça, le mobile. La juge commence donc à se rencarder sur cette histoire d'adoption. Et elle découvre qu'au tout début de l'histoire, le docteur Scar s'est d'abord occupé du grand frère de Bouchaïb, Kibir. Ils étaient amis. Mais amis comment? En gros, le grand frère a-t-il été l'amant du docteur Scar? Certains le suggèrent, mais là on bute sur un os, Kibir est mort. Donc, on ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, l'intérêt du docteur pour Bouchaïb est venu plus tard. Le gamin marchait bien à l'école, il n'avait pas de père, il était un peu perdu, c'est la mère Mokadem qui a demandé à Michel Scar de s'en occuper. Et donc, il l'a ramené en Belgique et finalement, il l'a adopté. Et ce que découvre la juge, c'est que le docteur Scar vivait avec les Mokadem dans la maison de Nivelles. Il leur avait laissé le rez-de-chaussée, le premier étage, et lui vivait au 2e. Et c'est lui qui payait tout. Il tenait la famille à bout de bras. Et on comprend, maintenant qu'on sait tout ça, le ressentiment de Geneviève vis-à-vis de son beau-père. On comprend qu'elle ait été agacée de la voir 24/24 au 2e étage et de vivre à ses crochets. Et sans doute était-elle peinée de voir son mari accepter cette situation de dépendance. Mais pour autant, est-ce que cela suffit à expliquer qu'elle ait égorgé ses 5 enfants? Non!
À part ça, si vous cherchez la vérité, je vous conseille d'éviter de lire le journal. Ouh là 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 là. Il s'en écrit des bêtises. Il s'écrit par exemple que Geneviève aurait été contrainte par son mari de se convertir à l'islam. Ah, l'islam, responsable de tous les maux. C'est faux. Geneviève s'est effectivement convertie à l'islam quand elle a épousé Bouchaïb, mais elle l'a fait de son plein gré et même de sa propre initiative pour faire plaisir à sa belle-mère. Rien de plus. On peut tordre cette affaire dans tous les sens. L'islam n'y est pour rien. On lit aussi dans les journaux que Geneviève vivait isolée avec ses 5 enfants, qu'elle ne sortait jamais, qu'elle n'avait pas d'amis, qu'elle ne recevait jamais personne. Et ça semble vrai. Mais s'est-elle isolée elle-même ou y a-t-elle été forcée? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc vient le moment où il faut bien interroger le docteur Scar, qui est encore sous le choc, évidemment. Docteur Scar, nous comprenons votre peine, mais nous avons besoin de comprendre quel cadre familial vous formiez avec le couple Mokadem et leurs enfants. Donc il faudrait que vous nous éclairiez sur la nature exacte de votre relation avec Bouchaïb Mokadem. On vous écoute. Écoutez, c'est simple, même si je reconnais que ça peut paraître singulier. Bouchaïb est mon fils adoptif. J'étais ami avec son frère au Maroc et comme Bouchaïb était un élève brillant à Agadir, sa mère et son frère m'ont demandé de l'aider. Voilà. D'accord. Nous avons cru comprendre que vous viviez dans la même maison qu'eux. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. Vous savez, je travaille beaucoup, je dormais 3 nuits par semaine dans cette maison. Mais vous savez, je me considère être le père de Bouchaïb et je considérais ses enfants comme mes propres petits-enfants. Est-il vrai que vous étiez l'employeur de Bouchaïb Mokadem? Oui. C'était mon secrétaire médical et aussi mon chauffeur. Il confirme par ailleurs qu'effectivement, il payait tout. Il a notamment payé tous les frais de leur mariage. La famille Lermite n'a pas déboursé 1 centime. Oui, je les tenais à bout de bras. Mais vous noterez que Geneviève ne travaillait pas, hein? Elle avait été prof dans un collège difficile. Un jour, elle s'est fait agresser par un élève. Ça a été fini. Elle s'est mise en arrêt maladie. Elle les a enchaînés. Tout ça pour dire qu'il fallait que je les aide. On apprendra plus tard que c'est lui qui a délivré la plupart des arrêts maladie. N'était-ce pas une façon de l'enfermer chez elle? Monsieur Scar, voilà ce que Madame Lermite a déclaré à votre sujet. Nous formions un ménage à 3. Michel est un homosexuel refoulé. Et plus loin, il s'est acheté une famille et des enfants. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Mais tout ça est absolument faux. Ça fait partie des délires de Madame Lermite. Moi, j'ai une vie sexuelle qui me satisfait amplement. Je pense que ça fait partie des élucubrations de Madame Lermite. À ce stade, évidemment, la juge se demande si elle doit impliquer d'une manière ou d'une autre Michel Scar dans ce dossier, comme étant en quelque sorte celui qui a remonté la pendule. Mais non, pour l'instant, en dehors des déclarations de l'accusé, il n'y a rien qui permette d'aller jusque-là. Et d'ailleurs, on a posé la question au père, à Bouchaïb. Votre femme, monsieur Mokadem, fait porter la responsabilité de son geste sur votre père adoptif. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah bon? Ah, ça m'étonne, ça. Ah, j'ai jamais eu connaissance d'un quelconque ressentiment de ma femme à l'égard de Michel. Non. C'est intéressant, ça. Ça voudrait dire qu'elle aurait focalisé sur son beau-père, sur sa place, sur son rôle, toute seule, dans son coin, jour après jour, mois après mois, jusqu'à en devenir folle, au point de tuer ses enfants. À ce stade, c'est ça qui semble se dessiner. Alors justement, est-elle folle? La juge, bien sûr, a demandé une expertise psychiatrique. Au total, dans cette affaire, 7 psychiatres différents sont sollicités, qui vont hésiter longtemps. Au début, ils sont tentés de la déclarer folle, et donc irresponsable pénalement. Par exemple, quand elle leur dit « Michel, c'était le parrain. Il décidait de tout. Financièrement, on dépendait totalement de lui. La situation était devenue insupportable, vous comprenez? Je me sentais prise dans un étau. Je me sens plus libre en prison, vous voyez? » Ça,
ça suggère qu'elle était hors d'elle au moment des faits, qu'elle était en état de démence. Mais voyez-vous, comme la Belgique sort à peine de l'affaire du trou, envoyer une tueuse d'enfants à l'hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison passerait assez mal. Donc les psychiatres hésitent. Et ils hésitent d'autant plus que par ailleurs, à certains moments, Geneviève tient devant eux des propos extrêmement raisonnables. Je veux être jugé pour ce que j'ai fait. Je veux être puni. Je veux répondre devant la justice. Même si j'ai pas eu le choix, il faut que je sois puni. Et là, elle n'est pas démente. Là, elle est lucide. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les psys n'ont pas encore tranché, alors ils l'interrogent, elle l'interroge encore. Madame, ce que je vous demande est très difficile, mais il faut en revenir au fait du 27 février. Comment avez-vous agi? Dans quel état étiez-vous? Moi, je suis allé chercher les enfants à l'école, à midi. Je les ai ramenés à la maison. Je les ai fait manger. Je leur ai fait leur plat préféré, c'est des tomates et du thon. Et ensuite, madame, comment les choses se sont-elles passées? J'ai mis les enfants devant la télé. Je leur ai fait regarder une cassette vidéo. Là, j'ai préparé les 2 enveloppes, celle avec les bijoux, puis celle avec le mot que j'ai porté chez Valérie. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au Champion. J'étais comme un automate. J'ai pris des couteaux dans un rayon, 2 couteaux, et je les ai volés. J'ai préféré les voler plutôt que les acheter. Est-ce que vous pensez que vous étiez prise d'un coup de folie à ce moment-là? Non. C'est ce que j'avais envie de faire. C'était pas un coup de folie. C'était la seule solution. J'étais dans une impasse. Une impasse. C'est très troublant. Le fait qu'elle ait écrit cette lettre. Qu'elle ait mis ses bijoux dans une enveloppe pour les donner à sa copine Valérie. Qu'elle ait volé les couteaux chez Champion. Tout ça suggère une préméditation et absolument pas un coup de folie. Geneviève l'ermite n'est décidément pas une femme facile à décrypter. Mais il va falloir trancher, messieurs les psychiatres. Responsable ou irresponsable? Ils tergiversent parce qu'ils sont face à une personnalité extrêmement complexe, qui souffle le chaud et le froid. Un coup, elle est complètement exaltée, et un coup, elle est parfaitement ancrée dans le réel, par exemple quand elle réclame d'être jugée et condamnée. Geneviève l'ermite est un cas. Et voici un autre exemple. On sait maintenant qu'au moins 2 des enfants n'ont pas été égorgés dans leur lit, mais dans l'une des salles de bain. Or, dans cette salle de bain, on a retrouvé sur le miroir 3 lettres écrites en lettres de sang. J-U-D. Vous pouvez nous dire ce que signifient ces lettres, madame? J-U-D. Oh ben, je me souviens pas avoir écrit ça. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Amnésie. Et ça, c'est très caractéristique des coups de folie. Mais à côté de ça, un autre jour, Geneviève évoque un mobile tout à fait rationnel. Mon mari, il avait une double vie au Maroc. Il avait épousé une autre femme. On m'a même dit qu'il y avait un enfant avec cette femme. Je pensais qu'il allait me quitter. Je pensais qu'il allait m'abandonner ici en Belgique et puis aller savoir s'il allait pas emmener les enfants. Ça, j'aurais pas pu le supporter. On interroge Bouchaïb. A priori, c'est faux. Il n'y avait pas d'autres femmes, il n'y avait pas d'autres enfants. Geneviève a psychoté. Elle a inventé quelque chose qui n'existait pas. Là-dessus, on découvre qu'avant le drame, Geneviève l'ermite consultait un psychiatre. Elle était suivie. Et ce psychiatre, plus on s'approche des faits, plus elle le voit et plus elle lui écrit. Elle lui a écrit des lettres qui sont versées au dossier d'enquête. Très intéressantes, ces lettres. Docteur, j'ai peur de sortir de mon lit. Docteur, je suis bloqué au bras gauche et à la poitrine. Docteur, je ne veux pas croire en un avenir meilleur. Je suis dans une impasse pour toujours. Docteur, j'ai des idées noires, suicidaires. Docteur, je vais prendre les enfants avec moi.
Quelques semaines avant le drame, Geneviève raconte même à son psychiatre qu'elle est allée dans un magasin et qu'elle a caressé la lame d'un couteau. Elle lui a dit que le couteau l'avait fascinée. Elle était en dépression profonde, elle était au fond du trou, pathologique. On y revient. Mais ce qu'on découvre surtout, c'est que les problèmes de Geneviève sont bien antérieurs à sa rencontre avec son mari, bien antérieurs à l'arrivée du docteur Scar dans leur vie. Geneviève voyait des psys depuis toute petite, car elle avait, dit-elle, des relations très complexes avec ses parents qu'elle décrivait comme des monstres. Sa sœur Catherine vient dire: nos parents nous ont maltraités. Toute notre enfance, ils nous ont dit, à l'une comme à l'autre, qu'on était moche, qu'on était conne. Ils nous rabaissaient tout le temps. On va donc interroger le père. Il démente absolument. C'est faux. Nous n'avons jamais rabaissé ni Catherine ni Geneviève. Nous leur donnions une éducation un peu stricte, certes, mais rien de plus. Et on apprend à cette occasion que Geneviève, au lycée, après une déception amoureuse, a déjà fait une tentative de suicide. Et on découvre aussi qu'elle a eu un parcours scolaire très chaotique. Elle a redoublé sa 4e et quadruplé sa classe de 3e. Donc, elle n'allait pas bien avant qu'elle ne tombe dans les pattes de son beau-père. Elle dit que Michel Scar est à l'origine de tous ses problèmes. C'est faux. Alors maintenant, messieurs les psychiatres, maintenant c'est à vous de trancher. Folle ou pas folle? Responsable ou irresponsable? Au moment de prendre leur décision, les psys se concertent. On sait qu'au début, 5 d'entre eux sont tentés de la déclarer irresponsable. Mais les 2 autres font entendre des arguments qui se tiennent. Mais enfin, cette femme a tué ses 5 enfants et elle demande à être jugée. Alors, chers confrères, ne lui enlevez pas ce droit. Et donc, après 1000 tergiversations, les psychiatres déclarent Geneviève Lhermitte responsable de ses actes. Elle voulait être jugée, elle voulait payer, elle sera jugée et elle va payer. Pour un massacre dont on a maintenant une description très précise, une description glaçante. Au cours d'une reconstitution, Geneviève Lhermitte a refait un par un tous les gestes. Elle commence par tuer Nina, 8 ans. Elle l'étrangle, puis elle l'égorge. Elle lave le couteau, elle se lave les mains et elle se lave le visage. Puis elle va chercher Mehdi, 4 ans. Elle l'assoit sur le bord de son lit. Elle l'étrangle d'une main et attrape de l'autre le couteau pour l'égorger. Et à nouveau, elle rince le couteau, elle se lave les mains et le visage. Puis elle appelle Myriam, 10 ans. Viens, j'ai une surprise pour toi. Elle l'installe sur une chaise. Elle lui bande les yeux comme pour un jeu et elle lui fracasse une plaque de marbre sur la tête. Bim! Et la petite, encore consciente, crie: arrête, maman! Arrête! Elle attrape le couteau et elle l'égorge et elle va laver son couteau, ses mains et son visage. Et ensuite elle passe à Nora, 12 ans. Elle la fait venir dans la salle de bain du 2e étage et elle lui dit: pardonne-moi, Nora. La petite, en voyant le couteau, se défend. Elle se met sur elle à califourchon et elle l'égorge. Et en trempant son doigt dans la plaie de sa fille, elle écrit les 3 lettres énigmatiques sur le miroir. J-U-D. Rinçage du couteau, lavage de main. Elle appelle enfin sa fille aînée, Yasmine, 14 ans. Viens, tes frères et sœurs t'ont fait une surprise. Yasmine arrive. Tes frères et sœurs t'ont fait un cadeau. Il est sous le bureau, regarde. Yasmine se penche, sa mère attrape le couteau, Yasmine voit le couteau, elles se débattent toutes les 2 pendant 10 minutes, et à la fin, Geneviève l'égorge. Ensuite, elle traîne les corps, un par un, jusqu'à leur lit, et elle pose un nounours à côté de leur tête, dans chacun des lits. Elle s'assoit à une table, elle pose le manche du couteau sur la table, la lame en direction de son cœur, et elle tombe sur le couteau. Le couteau perfore le poumon, mais pas le cœur, ça se joue à quelques centimètres. Voilà pour les faits
pour lesquels Geneviève l'ermite sera donc jugée. Le procès s'ouvre un peu moins de 2 ans après le drame devant la cour d'assises du Wallon-Brabant. Il est marqué bien sûr par le récit des 5 meurtres par Geneviève l'ermite elle-même. Elle y raconte qu'elle a entendu une voix dans sa tête qui lui a dit « Ça y est, la machine est en route ». Alors en larmes, elle est incapable d'expliquer la suite. Ce que j'ai fait, c'est l'opposé de ce que je pensais. Les enfants étaient le moteur de ma vie. Je me suis donné à 200% pour eux. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Sommée de raconter les meurtres un par un, Geneviève décrit des scènes absolument insoutenables. Mehdi, son visage est devenu tout mauve quand je l'étranglais. Il me donnait des coups de pied, il criait « Maman, maman !» Myriam, quand elle était par terre, c'était horrible. Il y avait du sang partout, il y en avait sur les murs, il y en avait sur le plafond. Ils ont dû avoir mal. Ils ont dû se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman ?» Est-ce que vous avez pleuré, madame, au moment de commettre chacun de ces meurtres? Non. Non, j'ai pas pleuré. Elle parle aussi du docteur Scar. J'en avais assez de cette vie avec Scar. On pouvait pas faire de remarques. Il respectait pas les règles d'hygiène, pas non plus les règles de pudeur. C'était un vrai boulet. Il avait pas de personnalité. Combien de fois est-ce que j'ai dit à mon mari, il n'a rien voulu entendre. Il voulait pas se séparer de cet homme. C'était son protecteur. On projette sur grand écran les images de la scène de crime. Les 5 petits corps dans leur lit. Elle les regarde. Elle ne manifeste aucune émotion. Le docteur Scar est appelé à la barre, bien sûr. Il raconte qu'il est stérile, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, que grâce à Bouchaïb, il a eu enfin un fils et ensuite des petits-enfants. Il dit qu'il les considérait comme ses petits-enfants. Après 7 jours de procès, les psychiatres qui avaient tant tergiversé font une légère marche arrière. L'accusé était au moment des faits dans un état grave de déséquilibre mental qui la rendait incapable du contrôle de ses actions. Trop tard, ils l'ont déclaré responsable. Les avocats de Geneviève plaident une dernière fois le coup de folie. Ils réclament l'acquittement et son internement en psychiatrie, mais les jurés, horrifiés par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, sont implacables. Le vendredi 19 décembre 2008, ils condamnent Geneviève à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Pour le décryptage de cette histoire difficilement supportable, j'en conviens, je suis avec le docteur Paul Bensoussan. Vous êtes donc, docteur Bensoussan, expert psychiatre français. Vous n'avez pas eu à intervenir dans ce dossier, mais la thématique de l'infanticide vous intéresse depuis longtemps et vous avez vu dans cette affaire quelque chose de tout à fait intéressant pour vos recherches. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce dossier-là en particulier? Je me dis, moi, qu'au fond, le fait qu'une mère tue ses 5 enfants suffirait presque à qualifier ça de geste de folie, parce qu'il n'est pas normal qu'une mère tue ses enfants, et que donc le fait de le faire, le simple fait de passer ce guet-là, suffit à dire que cette femme a pété les plombs. Oui, je vous rejoins, Christophe, dans ce sens que les infanticides commis par des mères sont fondamentalement différents de ceux commis par des pères. S'il fallait les opposer très schématiquement, dans l'immense majorité des cas, une mère qui tue son ou ses enfants est en proie à un trouble mental, je vais y revenir. Majoritairement au contraire, les hommes qui tuent leurs enfants le font pour détruire le conjoint,
pour punir leurs femmes, généralement de les abandonner. Quand on l'entend dans le journal, un homme tue toute sa famille et se donne immédiatement la mort, on a tous un réflexe, aussi bien grand public que psychiatre, de dire probablement une séparation était en cours. Et ce n'est pas du tout le cas des infanticides commis par les mères. Alors pour vous répondre, ce qui me passionne dans cette affaire, c'est que elle rejoint plusieurs dimensions. Il y a bien sûr cet infanticide à la limite, ces infanticides à la limite du supportable, mais il y a aussi cette thématique très importante de la dimension thérapeutique et symbolique de la peine. C'est-à-dire que finalement les psychiatres ont écouté la volonté de l'accusé, qui demandait à être puni. C'est l'argument qui l'emporte d'ailleurs à la fin, on le voit dans cette discussion du collège d'experts psychiatres, pour ce qu'on en sait, puisqu'elle est confidentielle. Ce sont les deux qui, face à 5 qui veulent la déclarer irresponsable, disent « mais elle a demandé à être jugée ». Ce sont ces deux-là qui l'emportent. Alors il faut savoir, Christophe, que les plus grands malades mentaux refusent d'être considérés comme fous et demandent à être responsabilisés. Est-ce que pour autant l'expert psychiatre doit laisser son patient, son détenu, tenir le stylo dans son rapport? Je ne crois pas. Je crois que bien que nous ayons effectivement une science molle et pas une science dure, c'est-à-dire que beaucoup de choses en psychiatrie ne sont ni vérifiables ni réfutables, nous devons tendre quand même à être des techniciens pour le magistrat qui nous désigne, à être, si vous voulez, aussi rigoureux que possible, notamment dans l'analyse diagnostique. C'est Minkowski qui disait la psychiatrie est la plus technique des sciences humaines et la plus humaine des sciences. Donc je crois que réellement aujourd'hui, avec l'utilisation de critères diagnostiques, et je vous donnerai mon avis sur le trouble présenté par Geneviève Lhermitte, nous pouvons diminuer la subjectivité de notre travail. Donc à votre avis, ils auraient dû, sans fléchir, la déclarer irresponsable parce qu'il n'y a pas d'autre analyse possible de ce crime. La meilleure preuve en est le rétropédalage lors du procès d'assises. Parce que si ma mémoire est bonne, lorsque les experts font machine arrière, c'est qu'on donne lecture pendant le procès de la lettre communication psychiatre. Donc des lettres qu'elle a écrites à son psychiatre. Dans une des lettres, oui. Ouais. Des lettres, pardon. Et ils ne les ont pas lues avant. À ma connaissance et sous réserve... Pendant l'expertise, ils ne les ont pas lues, je vous confirme. Voilà, vous me le confirmez. C'était le souvenir que j'en avais. Et c'est à ce moment-là que les experts disent si nous avions eu ces lettres, nous aurions considéré que son discernement était aboli. En d'autres termes, moins abscons, nous aurions considéré qu'elle ne pouvait pas être jugée, qu'elle devait être soignée. Car ces lettres, pour vous donner mon opinion diagnostique, sont extrêmement évocatrices, je le dis prudemment, je ne l'ai pas examiné, de ce qu'on appelle la mélancolie. La mélancolie, la forme la plus grave, la plus suicidogène de dépression, c'est un cas pratiquement de manuel scolaire d'irresponsabilité pénale. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce dossier-là en particulier? Je me dis, moi, qu'au fond, le fait qu'une mère tue ses 5 enfants suffirait presque à qualifier ça de geste de folie. Parce qu'il n'est pas normal qu'une mère tue ses enfants. Et que donc le fait de le faire, le simple fait de passer ce guet-là, suffit à dire que cette femme a pété les plombs. Oui, je vous rejoins, Christophe, dans ce sens que les infanticides commis par des mères sont fondamentalement différents de ceux commis par des pères. S'il fallait les opposer très schématiquement, dans l'immense majorité des cas, une mère qui tue son ou ses enfants est en proie à un trouble mental, je vais y revenir. Majoritairement au contraire, les hommes qui tuent leurs enfants le font pour détruire le conjoint, pour punir leurs femmes, généralement de les abandonner. Quand on l'entend dans le journal, un homme tue toute sa famille et se donne immédiatement la mort, on a tous un réflexe, aussi bien grand public que psychiatre, de dire probablement une séparation était en cours. Et ce n'est pas du tout le cas des infanticides commis par les mères. Alors pour vous répondre, ce qui me passionne dans cette affaire, c'est que elle rejoint plusieurs dimensions. Il y a bien sûr cet infanticide à la limite, ces infanticides à la limite du supportable, mais il y a aussi cette thématique très importante de la dimension thérapeutique et symbolique de la peine. C'est-à-dire que finalement les psychiatres ont écouté la volonté de l'accusé, qui demandait à être puni. C'est l'argument qui l'emporte d'ailleurs à la fin, on le voit dans cette discussion du collège d'experts psychiatres, pour ce qu'on en sait, puisqu'elle est confidentielle. Ce sont les deux qui, face à 5 qui veulent la déclarer irresponsable, disent « mais elle a demandé à être jugée ». Ce sont ces deux-là qui l'emportent. Alors il faut savoir, Christophe, que les plus grands malades mentaux
refuse d'être considéré comme fou et demande à être responsabilisé. Est-ce que pour autant l'expert psychiatre doit laisser son patient, son détenu, tenir le stylo dans son rapport? Je ne crois pas. Je crois que bien que nous ayons effectivement une science molle et pas une science dure, c'est-à-dire que beaucoup de choses en psychiatrie ne sont ni vérifiables ni réfutables, nous devons tendre quand même à être des techniciens pour le magistrat qui nous désigne. Donc, à votre avis, ils auraient dû, sans fléchir, la déclarer irresponsable parce qu'il n'y a pas d'autre analyse possible de ce crime. La meilleure preuve en est le rétropédalage lors du procès d'assises. Parce que si ma mémoire est bonne, lorsque les experts font machine arrière, c'est qu'on donne lecture pendant le procès de la lettre communication psychiatre. Donc des lettres qu'elle a écrites à son psychiatre. Dans une des lettres, oui. Ouais. Des lettres, pardon. Et ils ne les ont pas lues avant. À ma connaissance et sous réserve... Pendant l'expertise, ils ne les ont pas lues, je vous confirme. Voilà, vous me le confirmez. C'était le souvenir que j'en avais. Et c'est à ce moment-là que les experts disent si nous avions eu ces lettres, nous aurions considéré que son discernement était aboli. En d'autres termes, moins abscons, nous aurions considéré qu'elle ne pouvait pas être jugée, qu'elle devait être soignée. Alors je voudrais, docteur Bensoussan, pour faire acte de bonne pédagogie, que vous nous rappeliez dans quelles circonstances, vous, expert psychiatre, vous avez le droit de dire qu'un tueur était ou n'était pas en état de démence au moment des faits, et ce qui a pour conséquence de lui épargner le procès et de l'emmener directement vers l'hôpital psychiatrique. Est-ce qu'il y a une liste précise des maladies psychiatriques qui dispensent de la justice? Dans les histoires que je raconte en général, les gens qui ne vont pas devant la justice, qui vont tout droit à l'hôpital psychiatrique, sont des schizophrènes. N'y a-t-il que les schizophrènes qui sont concernés par cette excuse psychiatrique? Non, Christophe, il n'y a pas que les schizophrènes, mais pour répondre à la première de vos questions, il n'y a pas de liste exhaustive et indiscutable de diagnostic qui doit faire conclure nécessairement l'irresponsabilité. Donc c'est à votre appréciation? Oui, et vous avez raison de le souligner, parce que dans l'évaluation du discernement, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, c'est le royaume du subjectif. Et vous voyez les experts dans cette affaire, ils ont voulu répondre à plusieurs contraintes pratiquement antinomiques et antagonistes. Il y avait l'horreur du crime. Comment, nous dit-on, l'opinion aurait-elle toléré, à l'époque de l'affaire Dutroux, qu'un crime aussi horrible ne fut pas puni? Ça s'est éloigné du métier de psychiatre comme contingence. Très ça éloigné. Existe. Est-ce que nous devons répondre à ça? Personnellement, je ne le crois pas. Deuxièmement, ils répondent à la volonté, au désir de l'accusé, qui dit « Je n'ai pas assez d'une vie pour expier mon crime, et bien sûr que je demande à être puni. Ma place est en prison. D'ailleurs, j'y suis plus libre que je n'étais à l'extérieur. » Elle dit ça. Mais là encore, devons-nous laisser notre interlocuteur? On peut l'entendre, bien sûr, humainement. Mais faut-il que ça emporte dans une discussion diagnostique la décision finale? Je ne le crois pas non plus. Et puis, il y a cette dimension thérapeutique du procès qui est de plus en plus mise en avant. Et là, c'est quelque chose... Le procès va lui être utile. Exactement. Et sera utile aussi aux victimes. Exactement. Et sera utile à la mémoire des Bouchaïb et au victimes, docteur Scar, voilà. etc. Et... Alors, pensez-vous que Geneviève Lhermitte était atteinte de mélancolie profonde? La mélancolie, c'est un terme très galvaudé, évidemment. Nous sommes tous mélancoliques, mais nous ne le sommes pas tous, en fait, sur le plan psychiatrique. Alors, c'est un terme qui a sa définition. Voilà. Qui est très loin, bien sûr, du sens romantique, qui désigne simplement la forme la plus grave de dépression. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de prudence, puisque je n'ai pas examiné Geneviève Lhermitte, mais lorsque mes collègues experts ont entendu les lettres, le contenu des lettres qu'elle avait écrites à son psychiatre... Et que vous avez lu, vous, hein? Et que j'ai lu. Oui. Et là, réellement, c'est la thématique mélancolique par définition, c'est-à-dire absence d'issue. Idée de damnation. C'est-à-dire, je suis face à un mur, c'est ça que vous face à un mur. Non seulement l'avenir est sombre, ce que dirait n'importe quel déprimé, mais il n'y a pas d'avenir. C'est la fin. Elle emploie le terme de solution finale. Comment ne pas penser à l'autre acception de ce terme avec l'anéantissement et le massacre. Et elle dit que c'est très dur à entendre pour le public, mais l'infanticide peut être un geste d'amour. Elle dit « J'emmène mes enfants avec moi », car dans la thématique mélancolique, il serait lâche, et ce serait un abandon de se donner la mort en vouant à l'enfer qu'on cherche à fuir. On y vouerait les enfants, ce qu'on aime le plus. Non, on les emmène avec soi. C'est le suicide qui est dit dans notre jargon altruiste, car c'est un acte d'amour aussi difficile à entendre que ce soit. Alors bien sûr,
encore une fois, je ne l'ai pas examiné, mais réellement, si mes collègues, en entendant la lecture de ces lettres, ont fait machine arrière, je pense qu'ils les ont analysées et comprises exactement comme moi. Mais cet état de sidération, au bout de cette mélancolie, ce mur dont vous parlez, il n'y a aucune autre solution que me tuer et les tuer pour les emmener avec moi. Est-ce qu'il peut durer longtemps? Parce que on voit qu'il va porter ces 2 lettres chez son ami, puis elle va chez Champion pour voler ces 2 couteaux qui vont lui servir à égorger ses enfants, puis elle rentre chez elle et elle les appelle un par un. Ça dure peut-être 3-4 heures. C'est un processus extrêmement long. Alors il y a le passage à l'acte meurtrier et il y a la mélancolie. Donc pour vous répondre, avant l'avènement des antidépresseurs et des électrochocs, car la mélancolie c'est l'indication reine des électrochocs, eh bien un accès mélancolique guérissait spontanément en 6 à 12 mois pour ceux qui ne se suicidaient pas. Oui. La durée du passage à l'acte, c'est aussi ce qui lui a porté préjudice dans la compréhension d'un juré d'assises. Nous assimilons le crime fou à un coup de folie, comme vous l'aviez dit, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'avait pas anticipé la seconde d'avant. Et dès qu'on voit une élaboration, une préméditation et un crime qui, même dans son mode opératoire, dure des heures, et parfois c'est plus que ça encore, nous avons un peu tendance à écarter l'hypothèse du crime fou. Mais non, un crime fou peut être commis avec préméditation et s'inscrire dans une certaine durée du passage à l'acte. Docteur Bensoussan, dernière question. Vous avez participé à plusieurs collèges d'experts dans votre carrière. Il est courant que plusieurs experts psychiatres soient amenés à prendre une décision commune, unique. On m'a raconté qu'il arrive que les uns les autres se fassent des concessions. Je te laisse ton verdict pour cette fois-ci. Tu me le laisseras pour la prochaine fois. Je me replie sur tes positions pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, sois gentil de me renvoyer l'ascenseur. Est-ce que ça existe, ça? C'est à peine exagéré, Christophe. C'est peut-être pas aussi caricatural que ça, mais il y a des concessions et les juges qui nous désignent devraient se poser la question, pourquoi systématiquement tous les psychiatres d'un même collège sont-ils d'accord? Il n'y a jamais de désaccord entre psychiatres d'un même collège. C'est bien qu'il y a des discussions, des points de vue qui se rejoignent nécessairement et que pour des rapports que nous devons co-signer. Je ne m'en suis écarté qu'une seule fois dans ma carrière et j'en suis fier. Il y a une forme de lâcheté chez les experts psychiatres aussi, ça peut arriver. Disons de compromis et de concession et de vouloir un petit peu faire en sorte qu'un diagnostic et un verdict soient audibles par l'opinion. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.